Donc on a intitulé cette table ronde des milieux au milieu, la ville de l'entre-deux, en partant du constat que les équipes, la majorité des équipes ici présentes établissent le même constat pour construire leur proposition. Et ce constat est que les villes, les territoires sont fragmentés. Fragmentés en zones monofonctionnelles, fragmentés par les infrastructures routières ou ferroviaires, fragmentés aussi dans le rapport que ces territoires entretiennent avec la nature ou avec les espaces paysagers qui surviennent souvent entre ces fragments. Si la connexion, le lien est un thème récurrent des sessions Europan, le thème de la ville vivante introduit plus largement de nouvelles notions ou un nouveau lexique tels que écosystème, écotone, symbiose, milieu. Faire ville ou aménager la ville, pour ces équipes, n'implique donc plus seulement de fluidifier ou de connecter, mais de construire le milieu ou les milieux qui vont permettre à l'ensemble des êtres vivants d'interagir et aux vivants simplement d'éclore. Alors le milieu, c'est à la fois le milieu, c'est-à-dire le lieu interstitiel, le lieu intermédiaire de la relation à autrui, et également le milieu, c'est-à-dire le médium de la relation elle-même, l'outil qui permet l'interaction. Donc le milieu, c'est plus largement le rapport d'un être vivant à son environnement, et non l'environnement seulement. Pour construire ou renforcer ces milieux de vie, les équipes ont convoqué 3 types de réponses. La première revient à aménager les espaces de rencontre et de convergence qui vont permettre à une large diversité de temps, d'usage, de dessin, de cohabiter et même de communiquer. Ce sera l'objet de notre première séance de cette table ronde. La deuxième stratégie ou type de réponse insiste davantage sur les médiums, donc les outils de la relation, qui vont permettre aux vivants de s'exprimer, de collaborer et de négocier. Ce sera l'objet de notre deuxième table ronde, deuxième séance. Et enfin, pour d'autres équipes, il s'agit avant tout d'investir les franges, d'investir la périphérie pour en faire des lieux tiers, des espaces privilégiés de l'intermédialité. Ces projets investissent l'entre-deux et en font une épaisseur vivante, affranchie des relations au centre dense. Ce sera l'objet de notre troisième table ronde. Alors pour nos premières questions, on s'adresse directement aux équipes. Avec cette question, il y a un constat de la fragmentation des territoires. Vous avez dans vos projets trouvé des solutions, des formes de réponses en tout cas possibles pour répondre à cette problématique. Donc je me tourne vers River Strips, La Place Rose, et puis Short Stories from the Fragmented Cities, pour nous expliquer un peu comment vous avez travaillé cette question de la fragmentation, quelle forme de solution vous avez proposé. Bon, vous êtes libre de... C'est comme vous voulez. N'oubliez pas de vous présenter aussi. Avant de... Bonjour à tous, donc Marine Houdard pour le projet de River Strip de Bassins avec Lydia Blasco. Effectivement, on a travaillé sur le territoire de Bassins qui est complètement fragmenté, puisque vous le voyez sans doute sur l'image. Il y a d'un côté le port, donc du côté le long de la Garonne, donc la ville basse, et puis la ville haute, qui est donc le centre-ville de Bassins. Et le port et la ville sont complètement coupés en deux par la ligne à grande vitesse, par la LGV. Donc c'est vrai que quand on parle de fragmentation de territoire, on a là vraiment un cas très, très emblématique. Et donc on a voulu re-questionner effectivement cette fragmentation et partir du principe qu'en reprenant attache avec le paysage, avec le climat, avec la géographie, on pouvait essayer de retrouver une sorte de connexion. Enfin, l'idée, c'est vraiment de reconnecter la ville avec le fleuve. Et donc, ce qui nous a intéressés, c'est de se dire que on a d'un côté la ville haute avec ses propres usages, et de l'autre côté le port, qui est un territoire économique portuaire qu'on imagine souvent par nature complètement inaccessible et avec des usages extrêmement spécifiques. Et on a fait le pari de justement se dire qu'au contraire, ça pouvait être aussi un territoire auquel on pouvait accéder, qui pouvait être intéressant à regarder, et qu'on pouvait aussi venir installer un paysage, et que le paysage, il y avait bien évidemment un intérêt pour la question de la faune, de la flore, de la biodiversité, mais que ce paysage pouvait aussi avoir un intérêt économique. Et donc sur cette question de la fragmentation, on a vraiment cherché à partir du paysage et de lui donner une fonction, une vraie valeur, encore une fois, donc évidemment écologique, mais aussi économique, une valeur de loisir, un atout aussi pour les questions de mobilité. Et donc on a vraiment cherché à travers ce travail de grande
bande paysagère, de reconnecter la ville au fleuve et d'y insérer des fonctions très, très, très diverses. Merci. Peut-être la place rose pour expliquer un peu comment vous avez travaillé sur cette fragmentation. Oui, donc Hélène Lecor, je représente l'équipe de la Place Rose. Donc nous, on s'est intéressé au travers de notre projet à la notion de place publique comme un lieu de convergence. Le site visé sur Quimper, c'est un pivot à l'échelle du quartier, de la ville et du territoire, mais aujourd'hui, il est beaucoup plus perçu comme un lieu de passage, de flux rapide, qui finalement a participé à sa déconnexion urbaine. Et venir y introduire une place publique, ça permet de valoriser par le vide l'existant, qui sur ce territoire a beaucoup de richesses historiques, culturelles, économiques et paysagères, mais qui ne sont pas vraiment visibles aujourd'hui, malgré leur résonance régionale, nationale, voire internationale. On peut penser aux faïenceries Henriot notamment. Et donc ce dispositif urbain, il a permis de reconnecter deux quartiers, deux interfaces qui sont très proches, qui dialoguent avec, chacune avec leur grand territoire, mais qui ne communiquent pas entre elles. Donc on a deux quartiers, Locmaria qui est plutôt porté par l'Audet, le fleuve, et Rosemaria qui est plutôt porté par le mont Frugy et qui finalement agit et s'est toujours développé avec son paysage. Et donc qui ont développé une identité paysagère et naturelle forte avec ce paysage. Donc réfléchir à la place publique ici, par exemple sur Quimper et de manière plus générale, ça a aussi été un moyen de se questionner sur les usages qu'on y attribue et qu'on y développe aujourd'hui dans des villes voilà, comme Quimper, mais comme d'autres. Ce qu'on constate de manière générale, c'est qu'il y a un affaiblissement de ces espaces publics au profit d'usages uniques. On peut notamment penser à la voiture. Et donc ici, ça permet aussi de venir réintroduire la nécessité que déploient ces espaces dans nos villes. Merci. Et par contre, Short Stories from the Fragmented City, je pense que vous partez d'un autre pied en disant qu'il faut au contraire peut-être tirer parti de cette fragmentation et d'inventer de nouveaux modes de faire à partir de cette fragmentation. Ouais, tout à fait. Nous, on a pris un peu la direction inverse, de partir du constat de cette fragmentation, mais de se dire qu'on pouvait s'en saisir comme une opportunité, qu'il ne fallait pas d'abord repenser la totalité des fragments, voir comment ils allaient interagir entre eux, pour les renforcer et partir de leur spécificité propre. Et ça, en fait, ça vient c'est la porte du Hainaut, c'est le bassin minier. Et le bassin minier, c'est un territoire qui s'est développé très très vite autour d'une infrastructure un peu monofonctionnelle, mais qui était très dense, qui avait un impact très très fort sur le territoire. Donc beaucoup de voies ferrées, des autoroutes, des corons, des équipements. Donc finalement, un urbanisme très éparpillé, qui est déjà très fort, et dont on pouvait tirer parti en faisant résonner chaque fragment entre eux sans chercher à... donc il y a une impossibilité de rassembler l'ensemble du bassin minier dans une très très grande histoire, mais plutôt de partir de chaque fragment. Donc on a développé il y avait 4 sites, ça marchait aussi par rapport à la demande, il y avait 4 sites proposés, et on a essayé de voir comment chaque aménagement pouvait avoir un impact un peu plus grand que lui-même, donc en partant des questions spécifiques de chaque fragment, des besoins et donc des vitalités déjà existantes, voir comment, en leur donnant une dimension juste un petit peu plus large, comment ça pouvait peut-être avoir un impact territorial. Vous pouvez peut-être juste décrire un fragment que vous avez pu... Donc un fragment, c'est donc le bassin minier. Voilà, c'est une très très grande infrastructure. Toutes les mines, qui ont émergé un peu comme ça au milieu des champs, et ça vient en fait de la géologie et de la continuité du minerai. Ça a généré des grandes infrastructures d'extraction, d'acheminement jusqu'au bateau. Et en fait, aujourd'hui, cet outil de production est disparu. Donc on n'a que des morceaux de cette infrastructure qui reste, mais qui n'ont plus de sens en tant que tout. C'est comme si c'était une machine dont il manquait le but de la machine. Et en fait, aujourd'hui, il y a la mission bassin minier qui essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui est possible de faire de cet atterrissage du bassin minier, et avec l'idée de pouvoir couper des bouts, de pouvoir plus intervenir dessus, aussi avec l'idée que le patrimoine, c'est aussi une actualisation de ce patrimoine. Donc le fragment, c'est des morceaux de territoire qui n'ont plus de sens
dont on pense qu'ils ne peuvent pas retrouver un sens de la totalité, mais qui ont des énergies très fortes indépendamment. Et en les faisant rentrer en écho, c'est pour ça qu'il y a 4 short stories, 4 nouvelles. On a voulu pas faire un grand récit de territoire, mais plutôt 4 petites nouvelles qui permettaient sans priorité, il n'y en a pas une à faire plus que l'autre, mais qui peuvent, en interagissant, à notre avis, interroger l'ensemble du territoire. Merci. Peut-être Aymeric Robin, c'est peut-être ce qui avait été aussi ce que vous aviez cherché à faire avec cette figure de la treille minière, de faire commun à l'échelle du grand territoire. Oui, c'est un terrain de jeu un peu particulier, en effet, qui est chargé d'histoire et qui a une construction liée à l'activité économique qui était la mine. Qui finalement, c'est l'homme qui a façonné le paysage à travers l'extraction de ce charbon et qui a construit originellement toute une communauté de vie autour de ce puits de mine, le long ce que nous on appelle le corridor minier qui constitue le bassin minier. Et la volonté des acteurs du territoire, c'est de redonner un sens commun, un destin commun à ces petites histoires qui ont plein d'interactions, qui ont aussi un folklore commun, des habitus là aussi identiques, mais qui pris isolément aussi une force importante. Et la trail minière, c'est ça en fait, c'est de faire comme un rhizome et de faire en sorte qu'en fonction des particularités, des potentialités, comme vous venez de le décrire, chacun peut être complémentaire de l'autre et de refaire un ensemble cohérent d'aménagement en redonnant des liaisons, en recréant du lien physique et en même temps du lien visuel, puisque nous sommes dans un territoire qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est à intégrer et qui, quelque part, par son identité visuelle et architecturale, donne des points communs et des points de repère communs. Donc c'était tout ce travail qu'on a trouvé intéressant et formidable dans l'approche, qui a été finalement de revenir à l'objectif que nous affichions avec la mission bassin minier, qui consistait à dire comment on peut se refaire ce destin commun en gardant les spécificités et que la force énergétique que vous avez évoquée de chacun de ces points pouvait faire un ensemble cohérent. Très bien, merci. Et donc à Quimper, on a compris que l'enjeu était un petit peu différent. Là, on est sur un site beaucoup plus restreint. Et c'est vrai que l'espace public est un enjeu majeur. La question est de savoir comment en faire un réel espace d'altérité. Alors au Forum Europan, il y a des personnes qui avaient répondu, mais est-ce que c'est pas le principe même de l'espace public de permettre cette altérité, mais comment on en fait justement un lieu vraiment inclusif, un lieu de négociation entre tous les êtres vivants, humains et non humains. La question est difficile, hein. Je pense qu'on n'a pas de réponse unique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, déjà dans la question, il y a une sorte de contradiction, c'est-à-dire l'espace public est par essence l'espace commun. Il est partagé. Est-ce qu'il a vocation à être autre chose que le reflet de la société ? Pour autant, la question est comment faire ? Ça veut bien dire qu'il y a une intervention quelque part et que si on laisse faire naturellement les choses, en tout cas la question le sous-entend, peut-être qu'on ne va pas totalement dans la bonne direction ou qu'en tout cas ça ne crée pas forcément un lieu commun qui soit toujours souhaitable. Comment faire ? Il y a plein d'outils qui sont qui ont été utilisés au fur et à mesure des années de manière plus ou moins habile. Je pense qu'il y a déjà la question de la géographique, c'est-à-dire un même espace public avec une même morphologie, etc. Selon où il n'aura pas du tout le même effet. À même dessin, un espace public au sein d'un quartier, disons, où chacun a déjà l'habitude de vivre entre soi, n'aura pas le même effet qu'un espace public qui est à la lisière entre deux quartiers, par exemple, ou entre l'espace urbain et l'espace non urbain. Il y a aussi un travail sur la morphologie. Selon ces caractéristiques, on pourra créer ou non un lieu capable d'absorber différents usages, qu'ils soient imaginés au départ ou qu'ils vivent leur propre vie. On a également la question de la matérialité, finalement. Est-ce qu'on doit faire un espace minéral, végétal ? Et selon l'orientation qu'on prend, on ne crée pas forcément le même terreau pour un milieu humain ou un milieu autre qu'humain. On parle du vivant, effectivement, c'est à qui on s'adresse. Donc en fait, à toutes les échelles de la conception, j'ai envie de dire, dont on est un peu des professionnels, soit concepteurs, soit maîtres d'ouvrage, on a plusieurs leviers. Pour autant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les débats, les questions sont moins sur le dessin que sur le récit
sur l'impalpable en fait, c'est-à-dire ce qu'on saisit le moins, c'est pas le dessin justement, mais quel est le récit, l'activation des usages qu'on peut imaginer, comment on crée finalement l'étincelle du départ qui permet déjà de faire en sorte que les personnes, et le vivant et le non-vivant se rencontrent, qu'il y ait un espace qui soit partageable. Comment on active tout ça au départ, mais j'ai l'impression surtout, c'est comment on crée un terreau, finalement, où l'œuvre dépasse son maître, c'est-à-dire que ça vive sa propre vie. C'est là que c'est extraordinaire, je pense. C'est quand justement on n'a pas tout saisi au départ, qu'on a peut-être créé l'étincelle, qu'on a peut-être dessiné des choses qui permettent, qui soient capables, mais pour autant que ça dépasse et que finalement ça vive sa propre vie, et que du coup ce soit l'expression de la société au sens large. Vincent Josso, j'aimerais bien vous interroger sur la notion justement de commun. On voit que c'est un peu une notion qui apparaît en filigrane dans ce type de projet, notamment pour travailler sur l'aménagement de la diversité. Donc peut-être avoir une réaction sur cette notion de commun et savoir pour vous dans quelle mesure est-ce que ça vous semble être une notion pertinente pour penser la diversité, pour penser la complexité, l'altérité, et dans quelle mesure est-ce que cette notion atterrit aujourd'hui dans la fabrique urbaine. Est-ce que vous utilisez notamment cette notion de commun urbain, Alors oui, on l'utilise, on n'est pas les seuls. Ce qu'on voit effectivement, et je rejoins ce que disait Audrey, c'est longtemps le projet urbain a pensé principalement autour des enjeux d'espace public, la question du vivre ensemble, du commun, et comme un espace peut-être un peu sacralisé, il faut qu'il soit réussi, il faut qu'il soit bien dessiné, et puis après la vie va prendre. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier ces enjeux de conception. Je pense qu'il faut continuer à concevoir une ville belle, bien conçue, pérenne, etc. C'est vrai que s'y ajoute quand même, et on le voit beaucoup dans les différentes sessions d'Europan, et notamment dans celle-là, l'enjeu de la création d'un commun qui ne se limite pas à la livraison d'un espace bien fait, et en plus qui ne se limite pas non plus à la question de l'espace public. Et moi je suis très attaché à la question du programme. On voit que avec certaines échelles de projet, il y a une vraie tendance des équipes à aller vers la question de créer du commun aussi à l'intérieur des bâtiments, ce qui est finalement une question assez... elle n'est pas nouvelle, là aussi, il y a la question de l'équipement public qui a toujours été là, mais derrière la question du commun, il y a aussi la question des tiers-lieux, alors qu'il y a une question potentiellement... qui résiste bien à la définition, tu le sais bien, qui veut quand même dire quelque chose, qui donne lieu à des interprétations assez différentes là, selon les projets qu'on a pu voir dans cette session, et qui incarne aussi ce besoin de créer du commun, du coopératif dans les projets, aussi à l'intérieur de ce qui se passe dans peut-être un certain type de nouvelles programmations, qui laisse, et c'est là que c'est pas évident pour les concepteurs, je pense, une large part à l'indétermination, parce que tout ça c'est beaucoup une question de processus. On est dans des choses qui se planifient mal, contrairement peut-être à la question de l'équipement public, et qui pourtant sont assez fécondes. Effectivement, nous on essaie d'explorer cette question-là, c'est-à-dire comment on met en place, sans qu'il y ait une recette, des conditions pour que puissent se développer dès le stade du projet, parce que souvent les projets sont quand même un peu à l'image des processus qui les façonnent. Donc dès le temps du projet, d'avoir un coopératif, mais qui n'est pas juste une participation pour dire on a demandé l'avis de tout le monde, mais qui est plutôt une façon de faire émerger des modes de gouvernance, des modes d'organisation, pour des espaces, que ce soit des espaces publics ou des espaces architecturaux, immobiliers, des bâtiments, quoi. Effectivement, il y a énormément d'équipes qui ont imaginé installer des tiers-lieux dès la phase 0 du projet, presque immédiatement, en prenant en compte qu'il y avait énormément d'espaces bâtis à aménager directement. Hélène Peskin, justement, cette notion de tiers-lieu, on voit avec tous les lancements de fabriques des territoires que c'est un vrai enjeu aussi à l'échelle très locale, c'est-à-dire comment démarrer un projet presque de territoire à partir de l'aménagement d'un tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors je vais peut-être faire d'abord un petit détour pour féliciter les équipes et les remercier en tant que membre du jury pour ce qu'elles nous ont proposé, en particulier pour nous avoir plongé, vraiment embarqués dans ce nouveau paradigme de l'aménagement qui était vraiment illustré par le thème de la session Ville vivante. Nouveau paradigme, je vais venir à votre question, mais qui, pour passer par le chemin du commun, place le vivant comme un commun pour tous. Un commun partagé, mais également fini. Et cette idée des ressources finies qui ressort beaucoup dans vos projets, elle pose différemment la question du commun. C'est-à-dire non seulement il faut le partager, mais si certains s'en emparent, il n'en reste plus pour les autres. Voilà. Et je trouve que cette idée de placer donc effectivement le vivant comme commun et l'existant comme ressource, puisque là on est sur des terrains qui sont tous à réhabiliter et on est dans cette logique de faire mieux avec moins, qui est celle dans laquelle on est tous collectivement plongés à titre professionnel. Je trouve ça très intéressant de l'appliquer sur des terrains aussi durs que ceux-là. Je pense notamment au port autonome de Bassins, Bordeaux et à la porte du Hainaut, qui sont en plus des illustrations très concrètes de ce que devra être l'aménagement post-carbone. Donc on est dans ces trois logiques. Le vivant est notre commun à tous. L'existant, tout ce qu'on a sous nos pieds, la ville déjà là, il faut en faire quelque chose. Et donc c'est à partir et par ailleurs, ce quelque chose ne peut pas être dans cette logique prédatrice et polluante qu'a été l'activité productive jusqu'à maintenant. Et donc cette logique de l'interstice, du tiers-lieu, de la proposition partagée, du projet processus aussi que vous avez beaucoup proposé, elle vient répondre à ces trois grandes interrogations qui sont à la fois programmatiques, comme disait Vincent. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ce qu'on ne veut plus voir? Et ça a parcouru quand même tout le programme, tous les projets de cette session d'Europan. Et on voit une certaine timidité à se projeter dans un monde différent, qui serait donc moins prédateur, qui serait moins brutal, disons, à la fois pour les écosystèmes, mais aussi pour les sociétés locales, on va dire, l'humanité locale. Et là, on est dans des terrains très d'emploi populaire, très ouvriers, etc. Et donc, on a à réfléchir, et je pense que c'est très important de nous le donner à voir à travers ces projets, à ce qu'est cette intervention sobre mais efficace. Voilà. Et les tiers-lieux, l'urbanisme transitoire, la manière d'investir des lieux existants, de les faire revivre différemment, de leur donner un nouveau usage tout en gardant une histoire longue de leur mémoire. Et puis là, c'est pas que de la mémoire, on parle du port autonome qui va rester en activité, ça reste une activité productive. Et ben c'est un des outils qui apparaît les plus opératoires finalement pour aller vers un autre chose qui ne doit pas être trop définitif, parce qu'on a un peu peur du définitif aujourd'hui et de ce que ça produit, et qui en même temps doit répondre à des usages. Et ce sera mon dernier point, c'est qu'on ne peut pas non plus renoncer à faire, on ne peut pas non plus renoncer à accueillir des logements, à accueillir des activités, à faire fonctionner en l'occurrence ces territoires productifs, à donner, à avoir des espaces de vie collective. Et j'ai beaucoup aimé votre expression que l'espace public est le reflet de la société. C'est tellement le reflet de la société que c'est aussi souvent le reflet des conflits dans la société, y compris entre les valeurs de ceux qui préfèrent la voiture à ceux qui préfèrent marcher à pied, des jeunes et des vieux, etc. Et donc d'arriver à trouver des réponses spatialisées, mais aussi, je trouve, très politiques, vous l'avez exprimé, et je crois que ça a été le cas aussi ce matin, à cette question de comment faire ensemble mieux avec moins. Ça fait beaucoup de questions à la fois, et donc c'est assez courageux de s'y confronter. Merci beaucoup pour en tout cas cette première séance qui aura été pour le coup extrêmement efficace. Donc merci pour vos réponses. Merci aux équipes. Et puis on va accueillir du coup de nouvelles équipes pour la deuxième table ronde, enfin plutôt deuxième séquence dédiée à la parole aux vivants. Merci beaucoup. Alors, Julia, c'était Douaisis, Aglo. Freddy. Donc mes premières questions en fait concernent c'est des questions à la fois simples et complexes. Dans le cas de vos projets, vous avez donné la parole aux habitants. Alors plutôt pour N'attends pas la métropole, Douaisis-Aglo. Et puis comment est-ce que vous avez donné la parole aux vivants en général, ce qui est un peu plus compliqué, pour Vallée Mutuelle, Niort. Bonjour. Donc Salomé Capirchio pour N'attends pas la métropole. Alors tout d'abord, avant de commencer à donner la parole à proprement parler aux habitants, on a voulu leur donner une place dans le projet. C'est-à-dire qu'on a essayé de conserver des espaces de vide, des espaces capables
dans le projet et des programmations à co-construire avec les habitants. Donc, par exemple, dans la réhabilitation de la Tour de l'Âtre et ses 72 logements, nous avons reconfiguré les typologies existantes pour générer des espaces mutualisables. Alors, on y a imaginé toute une série de programmations comme des chambres d'amis, des espaces de garderie, des salles de jeu, toute une série de programmations, mais qui en réalité seront des programmations à co-construire encore une fois avec les habitants lors du processus de réalisation du projet. Ensuite, pour que la parole des habitants puisse prendre place dans le débat correctement, il nous semble important qu'elle soit mise en place de façon progressive. Donc, par exemple, on a imaginé dans notre projet toute une série d'éléments d'architecture mobile ou éphémère. Et c'est ce qui nous permet de conserver une certaine souplesse et une certaine flexibilité pour tester, corriger et parfois réactualiser certains aspects du projet. Donc ces éléments d'architecture, c'était par exemple des péniches qui ont été aménagées en équipement collectif, donc comme une scène ou un marché flottant le long du canal, ou encore des wagons aménagés dans la friche ferroviaire. Et finalement, pour terminer, je dirais que donc on a voulu se laisser la possibilité d'avoir ce dialogue avec les habitants pour qu'ils puissent prendre la parole, nous parler, alimenter notre propos. Mais ça nous semblait aussi très important de créer un cadre pour que les habitants puissent échanger, puissent dialoguer entre eux pour construire un projet commun ensemble. Merci. Et à Niort, donc dans Vallée Mutuelle, avec une problématique un petit peu différente. Oui, une problématique différente. Peut-être sur la question du vivant. Nous, c'est vrai qu'au départ, on est parti sur le vivant avec une approche peut-être un peu spécifique, dans le sens les espèces, animales, végétales. Et ensuite, on a eu une approche peut-être plus sur les conditions du vivant. Donc là, ça nous ouvrait à des questions peut-être hydrologiques, géomorphologiques, pédologiques. Parce que c'est vrai qu'à Niort, on a quand même une pédologie particulière avec des terres plutôt calcaires au nord et plutôt des marnes au sud. Et on a aussi eu l'approche sur la question des dynamiques du vivant, des dynamiques dans le sens le mouvement, dans le sens comment les espèces se déplacent, comment elles se reproduisent, comment elles se multiplient, comment elles vieillissent, comment elles évoluent. Et ça a été en fait notre point de départ, notre approche. Parce que Niort, en fait, on l'a regardé plutôt à l'échelle géographique, parce que c'est une ville qui en fait s'installe à cheval sur plusieurs petites vallées, plus ou moins humides, qui est juste en amont du marais Poitevin, du marais mouillé du marais Poitevin. Et en fait, elle s'est faite avec des synergies assez fortes avec ces petites vallées, dans le sens où c'était vraiment des vallées vivrières. Il y avait une imbrication entre la ville et ces vallées-là qui était forte, dans le sens où les gens en vivaient, quoi, aussi bien d'un point de vue agricole que d'un point de vue de l'artisanat. Et au gré de l'évolution de la ville, petit à petit, c'est vrai que la ville s'est développée peut-être plus sur des questions plus économiques, peut-être des questions plus en termes de transport, ce qui a fait qu'on a eu un développement peut-être un peu plus hors sol, qui a fait que petit à petit, ces vallées, on les a un petit peu oubliées, mises de côté, ou du moins elles ont pris moins d'importance dans les planifications, dans les aménagements qu'on a donnés, si bien qu'aujourd'hui, on a certaines de ces vallées qui tendent à s'effacer, ou du moins qui tendent à devenir un peu du foncier compliqué, quoi. Du coup, tout l'enjeu de notre projet, ça a été un petit peu de comment, à partir des fonctionnalités écologiques, des fonctionnalités urbaines, comment on est capable de retisser du lien entre l'amont, par exemple, l'amont d'un chemin de l'eau qui est la goutte d'eau, par exemple, qui va tomber dans une ZA, comment elle va être capable de rejoindre le marais Poitevin. Et en fait, réfléchir à cette question-là, ça va nous permettre vraiment de peut-être casser la limite qu'on peut avoir entre espace urbain et espace naturel, et peut-être réfléchir à des liens qui seraient moins segmentés. Et ça pose aussi du coup la question de l'espace public, on en parlait tout à l'heure. Réfléchir à du coup comment
comment les fonctionnalités écologiques peuvent venir entrer dans la ville. Ça nous permet du coup de réfléchir à des villes peut-être plus viables, peut-être plus agréables, peut-être des villes qui seront plus enclins à évoluer avec les évolutions climatiques qu'on va avoir, notamment peut-être à Niort des crues qui vont être plus fréquentes, peut-être plus grosses, et des périodes de sécheresse, notamment sur le nord, qui vont être plus intenses. Donc je pense que je peux m'arrêter là. Merci. Peut-être pour réagir à cette intervention, sur le rôle de la nature, justement, Hélène Peskin. Oui, moi je suis frappée aussi, en voyant ces différents projets, de l'effet de génération par rapport à cette question, génération COP21 peut-être, génération Extinction Rébellion, je ne sais pas, mais en tout cas une entrée assez fracassante des questions climatiques, géographiques, naturelles au sens naturaliste, écologique, dans la vision spatiale du projet urbain. Et vous êtes des concepteurs de projets spatials, de projets urbains, même s'il peut y avoir dans les équipes des paysagistes, des urbanistes. Et donc, voilà, je trouve qu'on comprend mieux finalement comment, et ce que vous venez de dire sur la goutte d'eau est très intéressant, comment, y compris dans une conception de projet, on peut mieux intégrer ces notions d'écosystèmes qui sont liées à la biodiversité. Et ça va être très certainement un des axes très forts de l'aménagement de demain, avec, je le redis, mais des injonctions contradictoires permanentes. Hein. Il faut faire plus dense, mais quand même plus végétalisé, mais quand même avec des sols plus imperméables, mais il faut quand même aussi éviter les inondations, etc. Donc on a tout un tas de questions qui vont tourner autour de ça, et je trouve de commencer à le regarder. On a énormément de sites de cette session qui sont sur des berges de rivières ou dans des zones inondables. Voilà, sous un angle presque un peu... j'allais dire de combat, de comprendre comment est-ce qu'on peut se projeter dans cette éventualité d'événements climatiques plus importants, d'une nature qui reprend d'une certaine manière ses droits, et donc de la révéler. Vous la révélez très bien sur la carte qu'on a à l'écran, mais finalement ça vaut aussi pour d'autres projets qui ont été présentés. À la fois je trouve ça courageux et je trouve ça très, très porteur et très intéressant, et j'espère que ça va être précurseur d'autres méthodes de conception, et évidemment du côté des maîtres d'œuvre, des concepteurs que vous représentez, mais aussi du côté des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire de se projeter dans une infrastructure ou une ville qui n'est pas toujours contre, mais ou qui se défend contre la montée de la mer par une digue, ou contre les évolutions des rivières par des systèmes d'infrastructure, mais qui est aussi fait avec. Voilà. Et je pense que voilà, il nous reste l'étape de on fait avec, mais on fait quand même, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on voit que ça rend timide, ça rend les choses un peu plus difficiles, un peu plus peut-être inhabituelles, donc il faut trouver les alternatives qui sont crédibles dans cette nouvelle manière de voir le territoire, mais vous nous donnez déjà à voir, y compris en termes de représentation, ce que pourrait être cette nouvelle manière de concevoir l'espace. Alors avec le vivant, certes, avec les gens aussi, on le voit peut-être moins sur cette planche-là, mais dans pas mal des projets, on a vu aussi que ça demandait aussi que la culture de cette nouvelle manière de penser le territoire soit partagée par les acteurs économiques ou par les associations citoyennes. Et juste pour compléter, est-ce qu'il y a des réflexions actuellement sur l'évolution des outils juridiques qui permettraient à un moment donné de prendre en compte cette question du vivant? On a vu tout à l'heure sur des propositions sur des évolutions de plus, notamment. Est-ce que, enfin voilà, vous travaillez sur ces questions ou c'est... Alors, en tout cas, au PUCA, puisque nous on est plutôt en amont de la réglementation, on a lancé un programme de recherche sur la relation entre biodiversité et urbanisme à l'échelle de l'îlot. Donc il y a bien cette idée de donner des clés pour les concepteurs de la rénovation urbaine ou du projet urbain au sens large, et notamment par exemple de la revitalisation des friches, sur la manière dont l'implantation des bâtiments permet ou non de préserver ou de reconquérir de la biodiversité en ville, au sens purement écologiste, donc écologique au sens naturaliste, je veux dire passage des espèces, diversité biologique, profondeur de terre végétale. Il y a même une des recherches, on est autour de 6 recherches différentes, certaines parlent de pollinisateurs, d'autres de faune et de flore. Une s'intéresse à la trame du sol, avec les vers de terre en l'occurrence. Est-ce qu'on peut mesurer des qualités
de sol dans certains espaces urbains et de regarder si c'est lié à la manière dont l'espace urbain est conçu et aménagé et géré, parce qu'il y a aussi cette question de la gestion. Oui, on a lancé ce programme pour essayer de donner un peu des clés de compréhension et des clés de conception pour l'avenir. Dans les documents d'urbanisme même, c'est plutôt à l'échelle territoriale, à travers les trames vertes et bleues, que cette question a été largement soulevée depuis le Grenelle de l'environnement. Et puis à l'échelle plus locale du bâtiment, sont aussi des questions qui sont de plus en plus mises en valeur, à la fois par la qualité de l'évapotranspiration dans les espaces publics qui permet de rafraîchir l'espace urbain, dans les bâtiments qui eux-mêmes se parent d'une végétation, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler de la biodiversité, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas qui se végétalise beaucoup. Nous, notre travail, il porte plutôt sur l'échelle du quartier et donc de celui qui va être un peu la clé de la revitalisation urbaine des prochaines années, y compris dans la transformation peut-être des lotissements, des espaces de périurbains, on y reviendra sans doute, mais peut-être demain des friches commerciales, etc., où cette question de comment on arrive à articuler des fonctions urbaines d'accueil au sens d'activités diverses et des fonctions écosystémiques vont devoir s'articuler. Et Vincent Josso, à l'échelle territoriale, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller jusqu'à donner une personnalité juridique à la nature? Je ne sais pas si vous suivez un peu le Parlement de la Loire, ou en tout cas les questionnements qui sont autour de ce fleuve et de l'idée de lui donner une personnalité juridique. Oui, alors, on n'est pas acteur du Parlement de la Loire, mais c'est quelque chose qu'on a regardé d'assez près. Donc pour mémoire, c'est une initiative qui est conduite par le Polo et qui est une approche, on va dire culturelle, mais au sens très large du terme, autour de la Loire comme élément naturel qui passerait du statut d'objet à celui de sujet. Alors la Loire elle-même, hein, c'est le résultat de réflexions qui existent depuis maintenant 50 ans. Hein. Je crois que c'est dans les 70 que les premiers juristes se sont posé la question de cette existence juridique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça porte plutôt à des échelles qui sont des grandes échelles territoriales et naturelles. Enfin, il y a un précédent assez connu en Nouvelle-Zélande qui est le fleuve Wanganui, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense qu'on est à l'orée d'une phase où cette question de donner la parole aux vivants, mais quasiment au sens propre du terme, est un chantier qui est en face de nous. Et comme ça, de façon un peu intuitive, je le pense très, très opérant. Enfin, il y a un travail à faire sur la réglementation et on est tous jusqu'au cou là-dedans. Je pense qu'il y a effectivement à explorer du côté du droit et de cette question de recréer une hiérarchie des normes entre les droits des différents vivants, de l'humain et du non-humain, du droit et aussi du côté de la fiction, parce que intégrer l'ensemble des vivants, alors sans évidemment couper la parole aux vivants, aux habitants, hein, qui sont là, qui ont une légitimité, mais d'organiser une forme de délibération entre ces différents vivants, notamment au travers du pouvoir de la fiction, ça me paraît être un chantier qui est totalement devant nous et qui est totalement stimulant et qui me paraît presque le seul à même de concilier les enjeux qu'Hélène vient de citer, c'est-à-dire continuer à faire sans opposer en gros les besoins d'habitants de plus en plus nombreux et de donner une place là-dedans à la nature. Et l'arsenal juridique actuel, il ne suffit pas. Quand on fait une étude d'impact, elle intervient a posteriori. Et on essaie plutôt de démontrer a posteriori qu'on n'a pas trop abîmé le vivant. Mais essayer, pas uniquement à des échelles territoriales, mais y compris à des échelles de projets urbains, de prendre le point de vue de la nature, de prendre le point de vue d'une abeille, par exemple, dans un projet urbain, y compris à travers des dispositifs qui peuvent être des dispositifs de jeu de rôle. Moi, ça me paraît un défi extrêmement stimulant et dont on peut tirer beaucoup, je pense. Merci. Justement, par rapport à ça, par exemple, Philippe Descola dit que c'est non seulement peut-être une personnalité juridique à donner à la nature, mais c'est aussi prendre soin des collectifs qui eux-mêmes prennent soin de cette nature. Si on parle de l'abeille, ça serait de prendre soin des apiculteurs. Et ça revient à la question un peu de donner aussi la parole à l'habitant.
On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur Douaisis-Aglo, où il y a énormément de réponses des équipes qui donnent la parole aux habitants avant tout. Donc peut-être que Freddy Cachemarac, vous pouvez revenir sur cette parole à donner à l'habitant. Pourquoi ces territoires-là de bassins miniers font que les habitants sont plus que jamais des ressources aménagées, et comment leur donner la parole au-delà peut-être des processus participatifs que l'on connaît. Alors j'ai envie de dire... D'abord, je suis content d'être à côté d'Aymeric Robin. On est tous les deux du bassin minier, on est solidaires dans le bassin minier, mais j'ai envie de dire, il y a un grand conflit actuellement intellectuel, c'est comment on relie la théorie de la relativité à la théorie quantique. La théorie de la relativité, elle est dans la porte des hainaux. On est sur une grande échelle où on peut espérer atteindre les 30% dont on a parlé ce matin de zones naturelles. La théorie quantique, elle est dans notre quartier, parce que là, on est réduit à une très petite échelle, où quasiment la nature n'existe quasiment plus, quoi. Donc, déjà, c'est intéressant de savoir comment dans le bassin minier, on va pouvoir utiliser ces deux réflexions et faire le lien entre les deux. Alors, vous me parlez des habitants, effectivement. Ce matin, les deux équipes qui ont précédé, elles nous ont mis en place des schémas, finalement, à suivre, collectifs, etc., avec une procédure à respecter. Ici, avec ce projet, on est plus sur une démarche un peu plus pragmatique, où on pose des jalons sur des sujets très précis dans le quartier, et sur lesquels, effectivement, il faut faire venir la parole des habitants. Alors, on va s'engager, notre objectif, c'est déjà d'essayer on a l'intention de mener une étude sociologique sur le quartier pour essayer de définir effectivement ce qu'est la part de travail informel dans ce quartier. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent de cette manière-là et on ne s'en est pas préoccupé beaucoup jusque maintenant. Donc on veut comprendre comment il fonctionne. Le travail a été fait sur les quartiers de Roubaix dans la métropole lilloise. Il est intéressant de savoir comment ça se passe dans le bassin minier avec une configuration qui est différente. Donc on va essayer de creuser ces aspects-là, et puis après, à partir de là, effectivement, il faut essayer de savoir comment on va pouvoir exploiter tous les potentiels. L'eau, le canal, quel habitat sur le canal demain. Alors quand on va vers la zéro artificialisation, ça offre des ressources intéressantes pour l'avenir. On a des ensembles bâtis qu'il va falloir préserver, qu'il va falloir reconquérir. Et on a effectivement tout un milieu, tout un tissu. Ça, c'est la force du bassin minier. C'est le tissu associatif, permanent, existant, partout. On a des ressources, les élus disposent de ressources sur le territoire qui vont nous permettre d'aller chercher ça. Et alors l'obstacle, effectivement, c'est le problème sociétal aujourd'hui, avec l'individualisme, avec le repli sur soi, etc. Et moi, je repense à cette chose extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on a des quartiers où les gens sont extrêmement pauvres. On a l'impression qu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Moi, je pense au raisin de la colère et à cette famille Jode qui arrive en Californie, qui est désespérée, qui meurt de faim et qui arrive dans un camp où tout est organisé entre les gens pauvres, où tout est décidé entre eux, où ils aménagent leur temps de vie, l'organisation du camp entre eux de façon naturelle, entre les gens du camp. Et je me dis que ce sont des gens qui étaient dans une extrême pauvreté. Les leçons des États-Unis du début des années 1900, elles doivent être réfléchies pour la façon dont on doit aborder les choses aujourd'hui. Alors oui, il faut que l'on crée les conditions pour que ces gens-là, ils retrouvent notamment aussi un sentiment de fierté dans la façon dont on va permettre en valeur leur façon nouvelle de vivre, et surtout donner des leçons à tout le monde. Parce que moi, j'en suis persuadé, le bassin minier, il a sauvé la France en 1945 avec la bataille du charbon, et il sauvera la France demain avec les leçons que l'on va pouvoir tirer de nos expériences. Merci beaucoup, belle perspective en tout cas. Merci, on a terminé, je crois, avec cette deuxième séquence aussi. Vous voulez réagir ? Juste un mot, difficile de passer après Freddy et la passion qu'il exprime, mais on se connaît bien et on a les mêmes préoccupations sur le territoire. Cette question du vivant dans le bassin minier, désolé de faire un focus peut-être appuyé sur le bassin minier, mais on est là pour ça, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, sur les territoires que nous représentons. C'est vraiment de faire en sorte que l'enjeu de la reconquête urbaine soit aussi une reconquête humaine. Et qu'à travers
le développement local, à travers cette nouvelle façon de penser l'aménagement du territoire, on peut répondre aussi à des problématiques de défis démocratiques, de reprise de fierté de ces habitants qui ont souffert, et qui ont beaucoup donné à la France, mais qui ont souffert. Et pourquoi j'insisterai juste sur ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'aménagement, on parle de vivant, on parle de participation des habitants, mais sur un territoire dont on baissait la tête, sur lequel on baissait la tête, parce que avant que ça devienne UNESCO et que finalement que nos cités minières et que notre bassin minier soient élevés au même rang que les pyramides d'Égypte, c'est de la souffrance, c'est des conditions sociales difficiles, c'est de l'exploitation, c'est aussi la mort derrière avec les maladies de la silicose. Et donc il y avait une forme on baisse la tête, quoi. On peut pas être fier de notre territoire. Et donc c'est tout l'UNESCO, mais aussi la façon de réfléchir autrement le développement local et l'aménagement du territoire qui peut aller sur cette reconquête humaine, redonner des perspectives démocratiques fortes sur notre territoire et de faire en sorte qu'on puisse ensuite acculturer sur les problématiques et les défis qui nous sont posés aujourd'hui en matière d'environnement, pour ne parler que de cela, ou les aléas climatiques. Merci, c'est un discours plein d'espoir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on clôt cette séance? Un dernier mot peut-être? Non, c'est bon? Si, Hélène Pesquine. Oui, simplement pour dire que c'est très heureux qu'on ait le bassin minier aussi bien représenté à cette table ronde, je trouve, parce que on a un peu tendance à avoir cette facilité de dire les ressources de demain sont celles qu'on a sous nos pieds, etc. Il faut mieux s'approprier ce qu'il y a à proximité, les circuits courts. Mais en fait, c'était l'idée du bassin minier. La ressource minière était là et elle a été très largement exploitée. Donc il y a aussi cette question de comment on l'exploite et comment est-ce qu'on se donne des limites finalement à cette relation un peu prédatrice à la ressource naturelle. On parle de charbon, mais néanmoins, elle était sous nos pieds. C'était finalement la ressource économique de proximité. Voilà, donc je trouve ça très intéressant dans cette session sur les villes vivantes qui vont beaucoup revenir vers ce qu'on a justement de cette idée de l'héritage et de l'ancrage de ce qu'on a à proximité pour éviter d'être trop dépendant d'un monde distant du point de vue social, économique et territorial. En gardant à l'esprit que voilà, on peut aussi avoir des limites à ce modèle et qu'il faut s'en souvenir. Merci beaucoup. Et oui, on peut les applaudir. Merci. Et nous passons donc à la troisième séquence qui est réhabiter les franges. Bon, donc ma première question, donc c'est pour Vivifica, donc à Limoges. Comment est-ce que vos projets articulent les différentes échelles du territoire? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet et puis nous parler de cette articulation des échelles? Alors oui, pour la question de Limoges, du coup, la question du territoire, elle était traitée surtout à l'échelle de l'agglomération en réalité, parce que c'était un site qui se voulait très urbain. Et ça a beaucoup porté, notamment dans l'analyse, puisque on a beaucoup de projets déjà en place qui sont portés à l'échelle du territoire autour de notre site et pas sur notre site en lui-même. Donc beaucoup de projets urbains notamment, portés par la ville, mais aussi tout le projet de revalorisation et de requalification des berges de la Vienne, qui est au sud du site. Et sur notre site en lui-même, il y a aussi des équipements à grande échelle, avec la mairie, avec l'université. Donc on est sur beaucoup de dynamiques qui fonctionnent à l'échelle de l'agglomération, voire même plus grande, régionale, nationale, alors que le site, lui, en soi, il a une dynamique qui lui est propre, et on n'avait pas envie de venir on va dire concurrencer les projets qui étaient autour et qui dialoguaient déjà avec ces grandes échelles. Donc plutôt que d'arriver en concurrence, on a plutôt réfléchi le site comme complémentaire à ces dynamiques. On n'a pas voulu, par exemple, ajouter beaucoup de programmation sur le site, mais plutôt revaloriser le déjà là avec des équipements, mais du coup pas les équipements qui fonctionnaient déjà à grande échelle, mais plutôt les équipements de proximité comme les écoles. Et c'est pour ça qu'on a travaillé principalement sur les équipements publics et l'espace public.
Alors après, il y a bien sûr l'échelle du paysage, qui est une échelle qui a rapport au grand territoire, qui se retrouve à l'échelle locale, avec un travail sur la covisibilité avec le reste de la ville, et les promontoires qu'on peut avoir sur le site. Grâce à la topographie, on ne voit pas bien, je pense, sur la vue ici, mais tout le site de Limoges était en déclivité, en fait, vers la Vienne. Donc voilà, l'enjeu global et le parti pris qu'on avait, c'était d'être en complémentaire avec toutes ces dynamiques autour, mais de valoriser davantage le site comme une identité propre et pas un double centre-ville, on va dire, qui lui était plus à grande échelle. Aussi, il y avait une question en rapport avec le territoire de l'agglo qui était sur la notion d'habitat. À Limoges, on a beaucoup, je crois que ça a déjà été dit sur le site, mais il y a une problématique pas un exode, mais en tout cas de vacances en centre-ville, parce que les habitants cherchent davantage le modèle de la maison qui se trouve en périphérie, donc qui questionne les thématiques de l'étalement urbain et du pavillonnaire autour des agglomérations, et donc de la désirabilité de l'habitat en ville. Et ce site, il s'y prêtait bien parce qu'il y a un ancien tissu de faubourg. Donc on a notamment une opération à l'intérieur du site où on travaille cette question de l'habitat à petite échelle, mais avec une certaine densité en écho avec le tissu du faubourg en ville. Voilà, pour ce qui est du site de Limoges. Merci. Ouais, on voit bien quand on travaille sur la question du vivant qu'on est obligé de travailler encore plus peut-être sur une diversité d'échelles, hein, de l'insecte, de l'abeille jusqu'aux écosystèmes planétaires. Et peut-être cette question s'adresse plus aussi au LNA, Centripète et puis l'Arc des Vivants. Comment est-ce que vous avez justement travaillé cette articulation des échelles et notamment les systèmes de dépendance? Bon, Béatrice Saladic de l'équipe OLNA Centripète. Donc pour vous introduire un peu les contextes dans lesquels on a travaillé, on est dans les territoires de la métropole clermontoise, dont OLNA il se situe un peu à l'interface entre la grande entité paysagère de la plaine de la Limagne et la métropole de Clermont-Ferrand, avec le talon de fond de la chaîne de puits des volcans d'Auvergne et aussi les parcs naturels du Mont de Livradois-Forêt. Et donc, dans cette situation un peu d'interface avec les corps métropolitains, qui est la ville de Clermont-Ferrand, et la plaine de la Limagne, on a une position vraiment stratégique et qu'on a voulu mettre en valeur dans notre projet, dans le sens des pas que ce soit plus une ville périphérique complètement dépendante de Clermont-Ferrand, et malgré sa taille, que ça devient comme un cas d'étude qui pourrait s'appliquer à d'autres villes qui contourent un peu cette métropole, enfin la ville de Clermont-Ferrand. Donc aussi, ce qui est par rapport au vivant, notre 3 sites de projet étaient situés dans des positions singulières, un peu dans une espèce de membrane autour de centre-ville historique. Donc maintenant, cette membrane est occupée par une gare ferroviaire, une sucrerie qui est abandonnée, un grand ensemble des pavillonnaires qui s'étend un peu dans la plaine de la Limagne, et aussi la grande pièce de l'aéroport. Et donc, on voulait, dans les sites des projets, la gare Les Chapelles, qui est une petite emprise destinée au logement, et la sucrerie Bourdon, créer de nouvelles programmations et aussi des usages des espaces productifs et à la fois des échanges culturels, socioculturels, et voilà, dans cet espace un peu des membranes. Et donc là, on crée aussi une espèce de promenade paysagère qui définit cette membrane, et c'est un endroit d'échange un peu entre la ville et le territoire. Et aussi, on propose dans chaque site des éléments d'interface qui sont comme des points de repère qui vont en relation très forte avec les territoires. Et par exemple, dans le cas de la sucrerie, qui est un peu
c'est vraiment à l'interface avec, qui touche la ville de Clermont-Ferrand et en fait qui l'appartient. On voulait créer un peu des espèces de franges ou qui se touchent un peu entre elles, avec d'abord une programmation de parcs publics. Les bâtiments désaffectés pouvaient être occupés par des espaces productifs et à la fois culturels liés à la recherche agroalimentaire, parce qu'on a vraiment un anneau productif qu'on voudrait profiter pour Aulnat, se servir de cet anneau productif pour amener des produits frais à Aulnat. Et de cette manière aussi, avec le bassin un peu qui touche l'autoroute et la ville de Clermont-Ferrand, créer un peu une espèce de membrane qui se diffuse et qui crée cette relation avec le territoire. Donc c'est... Voilà. Merci. Peut-être l'Arc des Vivants, il faut continuer là-dessus. Donc, Marie Ludman pour l'équipe Arc des Vivants. C'est vrai que dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Nous, les différentes échelles, donc comme vous dites, de l'insecte jusqu'à l'échelle d'écosystème planétaire. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais grosso modo, ça a été abordé de deux manières, je pense, sur notre site. En fait, on a proposé un projet processus qui repose sur différentes échelles territoriales, mais aussi sur des différentes temporalités. Donc en fait, au niveau de l'échelle territoriale, dès le début, on s'inscrit dans ce qu'on a appelé l'arc des vivants, qui a donné le nom de notre projet, qui est cette épaisseur justement au niveau de la strate intermédiaire, qui va bien au-delà de notre site, qui en fait se développe sur les massifs autour du bassin grenoblois, et du coup qui permet notamment d'aborder donc ces différentes échelles du vivant, mais aussi non vivant, parce qu'on va s'attarder sur la géomorphologie et des choses de ce type. Et en fait, ensuite, sur ce qui est de la temporalité, donc le projet processus, en fait, qu'on a mis en place, il est illustré sur le site du Rabot, qui est en fait un peu le site pilote qui va permettre de mettre en exergue ce qu'on a identifié comme ingrédients, comme boîte à outils, qui peut se retrouver tout autour du bassin grenoblois par des résonances territoriales. Et en fait, le programme qu'on a proposé sur le site du Rabot, il dépend en fait il découle de tout un questionnement sur la temporalité, que ce soit au niveau des cycles, donc des cycles du vivant, du non-vivant, mais aussi dans les nouveaux cycles qui vont apparaître avec le changement climatique. Et après, sur un récit linéaire qui s'inscrit du coup dans un temps long, sur plusieurs centaines d'années, justement dans la logique de penser pour nous les humains, mais aussi bien au-delà, à court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est un peu ça nos stratégies pour aborder ces différentes échelles. Merci, on le voit bien sur l'image. Il n'y a presque pas la ville de Grenoble qui est représentée, et on a vraiment cette nouvelle strate est-ouest, donc de nouvelles relations et dynamiques qui s'établissent. Et c'est un peu là où on voulait en venir avec vos trois projets, c'est comment d'investir ce qu'on appelait les périphéries et d'en faire de nouvelles centralités, peut-être pour un territoire proche, permet aussi de re-questionner le vivant. Peut-être que Vincent Josso peut réagir sur cette question de finalement redonner un peu d'autonomie à ces périphéries, en faire des lieux à même, peut-être même plus que les métropoles et les centres denses, de répondre aux enjeux climatiques et sociaux de la vie vivante. Oui, alors je pense que c'est les lieux où s'inventent sans doute plus facilement que dans les centres, en tout cas, ces rapports un peu renouvelés entre ville et nature, pour faire très, très simple. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pour moi, il y a un peu deux tendances à l'œuvre, et je ne suis même pas sûr qu'elles soient contradictoires dans les projets qu'on a vus. La première, qui est là depuis un certain temps, hein, c'est de redonner de l'urbanité à des activités qui étaient plutôt métaboliques, techniques, voilà, je sais pas, la France moche, les entrées de ville, on a tous ça en tête. Donc comment ça peut recréer des paysages, des architectures.
Et j'ai été assez frappé par la capacité aussi des équipes à rentrer dans des métabolismes un peu compliqués, à vraiment scoltiner la question de l'économie circulaire pour voir comment ces activités nécessaires au fonctionnement de la ville, reléguées, etc., ça pouvait quand même créer des lieux un peu plus intéressants et un peu plus vécus que les boîtes à chaussures. Et toutes les formes, toutes les typologies des pauvres des périphéries telles qu'on les connaît, pauvres architecturalement et souvent aussi pauvres dans leurs usages. Et il y a une autre tendance que je trouve au moins aussi intéressante, c'est celle du réensauvagement de certaines de ces périphéries, et d'accepter que dans certains cas, c'est la nature qui reprend le dessus. Alors évidemment, le zéro artificialisation net, je pense, va pousser à ces jeux de rééquilibrage entre de l'urbanité à retrouver dans certaines fonctions et puis du naturel qui, dans certains cas, dont il va falloir accepter qu'ils reprennent le dessus sur des fonctions qui sont maintenant moins importantes ou caduques. Oui, je pense qu'il y a un grand sujet aussi de réensauvagement à Pont-Aven. Alors, sans parler du projet qui avait complètement décidé de détruire la friche pour donner la place à la nature, mais comment s'emparer justement de cette question de... à la fois, effectivement, c'est encore plein de contradictions, comme Hélène Peskin l'a rappelé, mais à la fois, on a un bâti, on a une dalle qui est là et dont il faut... qu'il faut utiliser pour investir avec de nouveaux usages. Et en même temps, on a une nature qui a aussi envie de reprendre ses droits, notamment avec ces chauves-souris qui ont élu domicile dans l'usine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur peut-être cette dualité qui persiste et comment la ville, par exemple de Pont-Aven, peut la traiter? Oui, alors c'est vrai qu'on a des nouveaux habitants à Pont-Aven qui sont... très joyeux d'une certaine façon et très envahissant parce que on a découvert dans la friche qui est celle de l'objet de l'Europan que c'était un processus un peu long puisque c'est une friche qui est en attente depuis 30 ans dans laquelle il ne s'est pas passé grand-chose à part des activités pas forcément légales, je dirais. Et du coup, on a découvert en y rentrant la première fois après... avoir acquis cette friche au niveau de la commune, qu'il y avait des colonies de chauves-souris et des chauves-souris très renommées et très protégées. Donc maintenant, effectivement, la question se pose de savoir est-ce qu'on favorise l'humain, le non-humain, et est-ce qu'on va pouvoir réussir à concilier une architecture qui doit se développer, puisqu'effectivement, zéro artificialisation nette, c'est l'opportunité, puisqu'on est une friche qui est comme un espèce de gros paquebot qui me faisait penser, à toute proportion gardée, excusez-moi de la comparaison, mais un peu à notre île Seguin. Et on a ce gros paquebot de bâtiments, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors certains, effectivement, dans les projets qui avaient été retenus, il y en avait un qui voulait bien garder les murs, mais qui plantait tout l'ensemble. Voilà, c'était un projet un peu manifeste comme ça qui posait la question de savoir comment on reconstruisait dans ce lieu, ou est-ce qu'il fallait reconstruire dans ce lieu. Alors aujourd'hui, on est sur des questions un peu plus mitigées, bien sûr, puisque on a très envie de nature, de retrouver en tout cas une géographie à ce lieu qui est aussi... comme on l'a dit plusieurs fois, le lieu des peintres, le bois d'amour, donc quelque chose de très fort pour la commune de Pont-Aven, et en même temps qui est totalement fermé aujourd'hui. Et c'est un bloc qui est univoque, et il faut arriver à faire avec l'existant, à retrouver des percées, à retrouver cette nature qui s'échappe et que l'on voit réapparaître, donc soit par la faune, mais aussi par la végétation qui repart un peu à droite à gauche. Voilà, donc c'est tout un travail, tout un processus, parce que là, effectivement, on va être dans un projet, je pense, processus également, avec un gros investissement pour savoir ce qu'il faut retrouver du sol construit, du sol à renaturer,
et bien sûr des usages et un programme à mettre en place. Et je dirais qu'on est très attendu par la ville de Pont-Aven, puisque, comme je vous le disais, ça fait 30 ans que ce lieu est fermé, et qu'en même temps, c'est un lieu de mémoire très importante pour la ville, puisque l'activité de conserverie était à Pont-Aven une grosse activité. Il y avait les minoteries, effectivement, avec les moulins dont Magnétisme Salin parlait tout à l'heure, mais il y a aussi toute l'activité de conserverie. Donc beaucoup d'habitants ont travaillé dans ce lieu et y sont attachés, et en même temps n'ont qu'une envie, c'est de donner un grand coup de pied dans tous ces murs et de retrouver une image changée à l'entrée de ville de Pont-Aven. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Réhabiter les franges, c'est aussi réapprendre à habiter ce que certains appellent les non-lieux, donc ces zones industrielles, ces zones d'activité, ces ports, ces infrastructures routières, ces centres commerciaux. Donc là, je me tourne plus vers Symbiotic Boom, et pour savoir comment est-ce qu'on peut faire de ces non-lieux, a priori, de nouveaux lieux, ou plutôt de nouveaux milieux de vie. Voilà. Bonjour, Michaelis Montarnier, je représente Symbiotic Boom. Donc c'est vrai que la question que vous posez, elle se retrouve aussi, et je la retrouve dans vos analyses sur vos territoires, qui soient périurbains, qui soient des positions stratégiques mais enclavées, qui soient dans des systèmes où l'équilibre doit être rétabli. Nous, à Bassens, on a cette problématique, cette question d'un territoire qui est très performant. On a un système économique qui est en place, un port qui a une industrie, une technologie très performante, qui arrive à être en lien avec toute la France de par son ingénierie. Tout ce qui est produit est à la fois proche et éloigné, mais qui, de l'autre côté, Bassens est quand même éloigné de ses habitants, et pourtant la distance, elle est très proche, distance géographique. Donc on a des systèmes monofonctionnels, vous le soulignez, ces non-lieux qui sont un peu la manifestation de cette mondialisation. Et on a à côté des systèmes spontanés qui sont aussi très performants. Cette végétation qu'on a sur le parc des Coteaux, qui est dans l'espace qu'on lui a laissé finalement. Et on voit qu'il y a des usages, qu'il y a des attentes des habitants sur un territoire qui est à la fois spontané et qui abrite des usages, et un autre territoire qui lui est performant, mais où cet anonymat généré par les non-lieux, cette échelle, ce vide entre les espaces, ne nous invite pas à faire ville. Et la question qu'on a posée, nous, c'est comment on peut hybrider un système qui est spontané, qui est végétal, donc qui est une infrastructure biotique, à un système performant, qui est, lui, abiotique, un système de production. Et comment, en fait, sans rejeter la question de rentabilité que toute entreprise doit trouver, mais comment arriver à générer un autre type de valeur, une autre ressource. Et pour terminer avec ça, cette question de l'espace qu'on a entre ces différents hangars, entre ces différents non-lieux, on ne le voit pas comme un espace à construire ou un espace, disons, valorisable au mètre carré. On le voit comme un vide qu'on doit sanctuariser, qu'on doit protéger, et qui peut accueillir beaucoup d'usages, beaucoup de temporalité, et qui nous permettra de faire la ville et sur le court terme et sur le long terme. Merci. Merci. Fabien Genovesio, peut-être sur Bassens, justement, presque la même question. Comment faire de ces lieux, donc un port, par exemple, dans ce cas-là, un lieu de vie, alors à la fois pour les humains et pour le vivant en général, on revient un peu à cette idée. Et quel lien tisser avec la ville-centre? Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier les équipes, à la fois les lauréats et les autres équipes aussi qui ont travaillé sur notre territoire, qui ont essayé de le comprendre, de l'interroger, de le réinterroger, d'apporter une vision contradictoire. Pour nous, collectivité, alors Bassens, il n'y a pas que la ville de Bassens dans ce travail, il y a le port de Bordeaux et la métropole bordelaise. Alors déjà, ça a été un challenge de mettre les trois autour de la table, autour d'un projet commun, et on remercie Europan,
pour avoir réussi à nous mettre ensemble et à travailler sur notre territoire. Alors, Bassens, la zone industrielle-portuaire de Bassens, c'est 60% du territoire communal. C'est pas rien. C'est une industrie et un port, une industrie qui prennent beaucoup d'espace, qui impactent le paysage. Et au quotidien, à l'échelle métropolitaine, à Bassens, on fait partie d'un mode de développement des années 60, 70, 80, avec une industrie lourde qui imprègne le paysage, je l'ai déjà dit, mais aussi une industrie qui peut non sexy, on va dire, en comparaison avec certaines technopoles. Mais cette industrie, elle est imprégnée sur ce territoire. Elle a du sens, elle fait partie de notre identité communale, métropolitaine, elle fait partie de l'ADN, et cette industrie est en transition à l'heure actuelle. Alors les acteurs le savent, que ce soit le port, les industriels eux-mêmes. On avait une industrie qui était très carbonée, en lien avec les hydrocarbures, que ce soit la chimie lourde, la chimie fine. Et on est dans une stratégie de décarbonation, voire une transition énergétique. Donc c'est aussi réfléchir à l'heure actuelle à ce coup d'après, mais ça veut dire se réinterroger là aussi sur ces questions-là. Alors pour revenir à la question posée, Bassens, là aussi, il y a une voie ferrée Bordeaux-Paris qui sépare deux villes, une ville industrielle et portuaire et une ville résidentielle, avec très peu de perméabilité en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a le parc des Coteaux qui offre des belvédères et des vues à la fois sur la zone, mais aussi sur la Garonne. Et c'est comment, maintenant, via le paysage, via de nouveaux usages, comment on va faire se rencontrer deux parties du territoire, à partir de quel projet, à partir de... Est-ce que ça va être la mobilité? On réfléchit à des pistes cyclables. Alors pour certains, vous allez dire, ah oui, mais faire des pistes cyclables. Mais faire des pistes cyclables dans une zone industrielle-portuaire, c'est un véritable challenge. Ça peut paraître simple en milieu urbain, mais en milieu économique, c'est très compliqué. C'est comment créer de la perméabilité entre... Comment passer sous une voie ferrée. Ah ben oui, il faut un pont cadre. Un pont cadre, c'est un ouvrage important. Bon. Donc oui, on a sur Bassens la chance aussi d'avoir des établissements Céveso qui, alors c'est une chance, mais c'est aussi une problématique de gestion de crise et de risque au quotidien, mais c'est surtout qu'on a autour de ces établissements énormément de délaissés. Et des délaissés où la végétation et la biodiversité a repris ses droits. Et ça peut être aussi ces espaces-là de formidables supports, à la fois de promenade, de découverte, alors de découverte du milieu, de découverte aussi du tourisme industriel, évidemment. Et ça permet aussi de pouvoir passer d'une zone résidentielle à une zone industrielle et vers des projets forts qui, pour nous, Bassennais, c'est de nous permettre d'accéder au fleuve, parce que le port a confisqué le fleuve, l'accès au fleuve depuis tout le temps, c'est-à-dire qu'on a 4 km de quai, sur les 4 km, 3,5 km ont été confisqués par l'activité portuaire. Donc un des grands challenges à l'heure actuelle, c'est comment on va pouvoir refaire accéder les Bassennais, mais pas que, au fleuve. Et Hélène Pesquine, peut-être un petit mot de conclusion ou de remarque sur cette table ronde consacrée à la ville de l'Entre-deux. Oui, alors peut-être d'avoir un petit mot pour le projet de Bassens, parce que peut-être ceux qui étaient avec moi dans le jury s'en souviendront, mais j'ai un attachement particulier pour ce site que je trouve vraiment extrêmement illustratif de la concentration des enjeux du monde qui est devant nous, c'est-à-dire de la ville post-carbone, qui veut quand même relocaliser de l'industrie, qui veut retrouver le lien avec la nature, qui veut retrouver une forme de biodiversité dans les espaces urbains et urbanisés, et donc vous concentrer, et plus tout ce milieu social que vous décrivez très bien et que vous décriviez dans la vidéo qui nous avait été présentée sur le site. Je trouve que c'est un site particulièrement intéressant, à tel point d'ailleurs que je l'ai reproposé à des étudiants à partir des vidéos d'Europan il y a quelques jours sur le thème de la ville productive, parce qu'on ne peut pas
en fait, en tout cas, il nous oblige à nous poser la question du hard de la transition écologique. Voilà. Et que ça ne peut pas être que des plantations, de la reconquête de berges. Alors, je parlais tout à l'heure d'accueillir des constructions, ça va être un sujet aussi, il faut quand même continuer à pouvoir accueillir des constructions, mais il faut aussi c'est un peu l'hypocrisie sur l'activité productive. Voilà, si on veut relocaliser de l'industrie, ça pue, ça pollue, ça fait des camions, etc. Même si elle est plus propre, même si elle est plus robotisée, même si elle est plus numérisée, il y aura quand même des effets d'activité industrielle qu'il faudra en tout cas prendre en considération et connaître pour ce qu'ils sont, à la fois économiquement, mais aussi socialement, mais aussi en termes d'usage urbain. Donc, j'aime beaucoup ce territoire, j'espère que vous trouverez avec les équipes qui ont été retenues dans Europan de quoi avancer avec effectivement ce jeu d'acteurs un peu compliqué de la métropole, du port autonome et de la ville. Et je vous le souhaite en tout cas, et s'il faut, je vous renverrai des étudiants, hein, parce que j'en ai plein. Pour répondre à la proposition de Raphaël d'aller vers la conclusion de la table ronde, ce qui me frappe aussi dans tout ce qui a été dit là depuis quelques minutes, dizaines de minutes, c'est pas complètement une surprise, mais c'est que dans ces espaces urbains artificialisés, anthropisés, c'est le vacant qui permet le vivant. Alors, je m'explique, on a toujours vu pousser des petites fleurs dans les interstices urbains, on fait des photos un peu poétiques d'une plante qui a poussé toute seule là où personne n'est allé gérer cet espace. De plus en plus, avec la fin des produits phytosanitaires dans l'espace public, on voit apparaître ce vivant dans des zones un peu moins régulées, un peu moins maîtrisées, on va dire, de l'espace urbain, mais ça vaut aussi pour d'autres fonctions. Dans les logements vacants du centre de Limoges, on va réinventer par la force des choses une autre occupation, une autre activité. On va remettre du vivant finalement dans ce vacant, dans les espaces interstitiels de la périphérie. On peut, ça a été proposé dans les projets, créer des espaces d'agriculture urbaine ou périurbaine qui viennent aussi créer du lien social et qui deviennent des fonctions urbaines finalement. Et puis à la plus grande échelle des territoires, voire nationales, les vides des uns deviennent les pleins des autres. Les espaces agricoles sont là pour faire vivre une partie des populations par leur activité vivrière. Les espaces forestiers stockent le carbone. Les espaces de captage d'eau permettent d'accéder à l'eau potable. Et la question de l'eau, on en a rapidement parlé, mais dans les années à venir, va être cruciale pour l'ensemble du fonctionnement des territoires urbains et ruraux et agricoles. Et donc les enjeux, on parlait un peu de conflits dans l'espace public, mais dans l'espace agricole, les conflits de l'eau vont apparaître aussi, y compris dans les pays occidentaux. Donc la manière dont on comprend différemment le rapport entre les vides et les pleins, je trouve que pour les concepteurs que vous êtes, architectes, urbanistes, paysagistes, c'est assez crucial dans la manière dont on conçoit, puisqu'on travaille sur l'espace. En prenant le vacant comme la possibilité du vivant, voilà, à partir de ce thème des villes vivantes, je trouve que c'est une bonne manière, en tout cas pour moi, de conclure ce débat et de penser finalement différemment l'aménagement. Merci beaucoup. Ainsi se clôture, oui, en tout cas, votre séance. On va donner la parole à Trung Mei, qui va nous amener à une vision peut-être plus européenne de cette question. Trung Mei, tu as été lauréat ou en tout cas mentionné sur cette session d'Europan. Oui, merci de m'avoir invité. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour Europan 15 et Europan 16. Et sur les deux séances, mes projets portaient l'intérêt sur le même thème, c'est le tiers Léo, le tiers paysage, qui sont, enfin, dans le projet Europan 15, je concentre plutôt sur les échelles territoriales, et le 2016, je concentre plutôt sur l'échelle architecturale, mais il y a un point intérêt en commun. En 2015,
l'idée, c'est le projet portait à l'intérêt sur la collection des lieux vacants, comme vous avez dit, sur les lisières entre les différents tissus urbains, les tissus ruraux, avec les zones pavillonnaires, le soutien agricole. Et à partir de ça, réinventer en ajustant les activités qui concernent sur la production agricole. En 2021, le projet en Italie, à San Donà, que je travaillais, je me questionnais plutôt sur la notion de centre-ville, de chercher et réutiliser tous les tiers paysages qui se trouvaient au centre-ville. Parce que la ville de San Donà est caractérisée par une structure assez classique, avec une zone sociale et politique au centre qui s'est entourée par les zones d'habitation et les zones industrielles et agricoles. On peut peut-être avoir une image, je ne sais pas qui gère le... Merci. Voilà. L'idée, c'est de penser autrement, peut-être d'inverser ces structures en mettant les zones productives et agricoles au centre de la ville, parce que la ville est toujours conçue comme une plateforme ou une structure qui supportait les idéologies et la démocratie dans le passé. Et la ville de notre temps est en train de faire face à des autres difficultés et d'autres challenges comme le changement climat. Et c'est pour ça la manière qu'on concevoir et construire la ville doit être pensée différemment. Et l'enjeu de ce site, c'est de retransformer une gare routière au centre-ville en un lieu plus productif. C'est un lieu déjà, je considère que c'est une difficulté parce que la ville n'a pas du tout une identité, et de transformer un lieu d'échange, du transport en lieu d'échange culturel et social est notre enjeu. C'est pour ça j'essaie de traiter le bâtiment pas comme un obstacle, mais comme une interface, de jouer avec les deux tiers du bâtiment. Le premier partie, c'est plus ouvert, c'est plutôt extrovert, qui accueille les activités sociales et commerciales. Et l'autre partie, c'est plutôt introverti, qui est conçu comme un théâtre qui est interrompt dans un système agroécologique de l'échelle de la ville. Et ça permet de créer une ambiance d'un campo. C'est comme un campo, c'est un élément urbain remarquable à Venise et dans la région Veneto en général. Mais en remplaçant les bâtiments, ici, j'essaie d'utiliser la nature et un élément qui s'appelle un micro-forêt
pour former un espace théâtral et introverti qui permet de à la fois intégrer la nature dans le centre-ville, mais aussi de réactiver les échanges entre les hommes et les espèces vivantes. Merci beaucoup. Voilà. Ça nous a donné un autre point de vue qu'on n'avait pas eu pour le moment, c'est comment aussi on utilise les tiers paysages qui sont dans les centres denses pour aussi diversifier ces territoires et amener de la diversité. Merci. Merci. On va donner la parole à Jamel Clouche, notre grand témoin pour cette deuxième table ronde. Jamel, si tu peux monter sur scène. Co-dirigeant de l'AUC, Grand Prix de l'urbanisme de cette année, et aussi lauréat, ou en tout cas mentionné au Europan 5, c'est ça, sur Villetaneuse. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes impressions sur ce qui s'est dit pendant cette table ronde relativement aux questions qui avaient été posées? Je vais essayer. Non, c'est pas facile en fait comme exercice, parce que je découvre les projets. Je vais essayer de ne pas faire de commentaires sur les commentaires. Non, moi ce qui m'a marqué, c'est deux choses. Enfin, il y a deux thèmes comme ça qui sont ressortis des discussions que j'ai entendues cet après-midi. C'est que la majorité des projets parlent d'interdépendance, ça veut dire qu'il y a, ou de coexistence. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Enfin, je ne sais pas, il y a 5 ans, on venait dans les réunions Europan, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, le projet valait d'abord pour lui-même. Et là, ce qui est marquant, c'est que le projet, il ne vaut pas pour lui-même, il vaut dans un écosystème un peu global dans lequel il s'inscrit. Il dessine des formes d'interdépendance, des formes de coexistence. Et en réalité, ça nous dit autre chose. En dessous, ça nous dit un peu le refus un peu du récit de l'aménagement tel qu'on le conçoit tous les jours. Ça dit le refus de la ZAC, par exemple. Quand tous les projets qu'on a vus, ça ne peut pas être des ZAC, ça ne peut pas être des zones d'aménagement concertées portées par des aménageurs. Très simplement parce qu'on parle d'écosystème, on parle de nature, on parle de milieu, on parle d'entre-deux, on parle du temps, beaucoup de temps. On a beaucoup parlé du temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le projet se dilate dans le temps et le temps devient un vrai matériau pour faire projet. Alors que dans les outils d'aménagement, le temps il est plutôt difficilement contrôlable, hein, parce qu'il y a le tableau Excel il faut que ça tourne, quoi, il faut que le bilan tourne. Il y a aussi cette notion d'habitant, enfin en tout cas certains projets l'ont mis en avant, qu'on pourrait dire de coproduction, c'est-à-dire de quelle manière le projet, dans sa formalisation, donne la possibilité à ce que des dynamiques de coproduction puissent exister. Ça c'est pareil, hein, c'est pas évident, on le fait pas tous les jours, on le fait encore aujourd'hui globalement. Une fois que le projet est dessiné, il y a des réunions de participation ou de concertation, mais là c'est pas ça, hein, c'est de la coproduction, c'est-à-dire de quelle façon les acteurs, habitants, citoyens, acteurs économiques, pourquoi pas, peuvent aussi être impliqués très en amont dans le projet. Autre élément, c'est que je sens aussi que c'est une génération un peu de la transition ou des transitions, hein. Donc on a beaucoup parlé de la transition écologique, mais probablement aussi de la transition des modes de vie. Je pense qu'on a beaucoup parlé des communs, des espaces partagés. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais dit qu'on va faire des logements où on va partager nos salles de bain ou nos cuisines. On aurait dit, mais ça va pas, non. Europan, c'est le confort d'abord. Là, aujourd'hui, voilà, on est passé au commun, donc on est prêt à partager des choses. C'est-à-dire qu'il y a des économies de moyens qui se mettent en place, des sortes de nouvelles formes de configuration. On le voit aussi dans les territoires, hein, à toutes les échelles. Hein. On voit la tentative un peu de dessiner des nouvelles formes de configuration qui peuvent redessiner d'autres intelligences. Il y a aussi le premier projet, alors je ne sais plus où c'était, comme il y en a eu tellement,
je crois que c'était dans le bassin minier, qui parlait de ces situations, un peu de ces fragments, short stories of fragments, quelque chose comme ça. Mais cette idée de dire que la ville ou le territoire, il peut se dessiner à partir de la situation et non pas à partir du tout, ça c'est pareil. Je pense que, bon, enfin nous, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais c'est pas commun hein, de l'affirmer. Et je pense que c'est aussi des bonnes modalités de résolution dans les territoires un peu complexes, d'entre-deux, de flou, de banlieue, de périphérie, des zones un peu confuses, entre guillemets, parce que nos outils ne nous permettent pas de leur donner une certaine valeur. Je pense que la question du réchauffement climatique et du climat, peut-être de la ZAN, leur redonne un peu une sorte de valeur, je ne sais pas si elle est juridique, mais en tout cas de valeur au sens ils peuvent être pensés en tant que tels et non pas en tant que périphérie de quelque chose ou banlieue de quelque chose ou dépendance de quelque chose. Donc ça c'est pareil, je pense que c'était assez marquant dans les projets, c'est-à-dire que de chaque projet émanait un peu la construction d'un monde. Enfin, moi je trouve qu'aujourd'hui, un peu notre métier hein, d'architecte ou d'architecte urbaniste, ce que je suis, c'est un peu construire des mondes. Et c'est un peu ce que j'ai vu ici, donc on peut dire des milieux, mais c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais on peut dire un peu pareil. C'est un peu, on construit des mondes. Quand je dis des mondes, c'est pas un monde, mais des mondes qui trouvent leur cohérence, qui trouvent leur jeu, qui arrivent à trouver des alliances avec d'autres mondes qui sont proches ou lointains. Il y avait aussi beaucoup de projets qui avaient ce travail sur plusieurs échelles en même temps, ce que je trouve plutôt riche. Bon, il y en a d'autres qui étaient peut-être qui jouaient moins sur les échelles, probablement parce que le contexte n'appelait pas ce questionnement. Mais je trouve que, enfin voilà, le titre de Europan, c'était quoi? Ville, matière vivante ou non? Hein? Ville vivante. Ville vivante, oui, voilà. Je pense que ça appelle comme ça des méthodologies de fabrique du projet relativement renouvelées. Et enfin voilà, je trouve qu'il y avait c'était assez frais ce que j'ai vu et la façon dont c'était abordé. Donc maintenant, à savoir de quelle manière c'est reçu par les collectivités territoriales qui n'ont pas nécessairement le process pour faire vivre, sans faire de jeu de mots, hein, ces projets vivants. Je pense qu'aujourd'hui, les outils d'aménagement, ils sont encore un peu à la hache. Hein. On fait une ZAC, on dessine des formes urbaines, il y a une fiche de l'eau, il y a l'espace public, puis on y va. Puis après, maintenant, on a juste inventé l'urbanisme transitoire entre les deux. Mais tout ce que vous avez dit, c'est pas ça. Hein. C'est pas de l'urbanisme transitoire. C'est plutôt faire du temps un vrai outil de projet. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer. Je pense que derrière tous ces travaux qui sont menés ici à Europan, ça implique ou ça oblige de réinventer les outils qui peuvent être derrière, quoi, les outils avec lesquels les villes ou les collectivités qui étaient là peuvent expérimenter un peu la prise en charge de ce type de projet. Enfin, moi, c'est ça que aujourd'hui, si j'avais un exercice à ouvrir à la suite de ce que j'ai pu entendre, c'est de quelle manière on peut inventer les outils qui sont propres à ce type de territoire, d'entre-deux, à ce type de démarche, qui sont en plus très en lien les unes avec les autres, en alliance les unes avec les autres, qui bougent. Donc, c'est-à-dire que c'est des démarches un peu permanentes. C'est pas on fait un projet, on donne un dossier, puis il va se décliner dans le temps. C'est-à-dire que c'est presque un travail c'est une sorte d'exposition, de débat permanent avec le territoire, avec les acteurs du territoire, pour co-construire ce projet. Et aujourd'hui, nous, on essaie de trouver cette méthode, mais c'est rare de trouver les collectivités qui sont prêtes à jouer ce jeu-là. Mais en tout cas, il faut continuer à le défendre, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie disjonction, un vrai divorce entre les habitants et le politique. Et quand je dis le politique, c'est aussi l'avenir de nos villes. Hein. Je veux dire, dans le politique, il y a évidemment l'avenir de nos territoires, l'avenir de là où on vit. Et je pense que toutes ces démarches en même temps structurées. L'idée, c'est pas, faut pas qu'on passe
d'un régime planificateur à un régime totalement horizontal, parce que quelqu'un tout à l'heure disait le récit importe plus que le dessin, ou je ne sais plus, c'était quelque chose comme ça. Moi, je pense que le récit importe, mais le dessin aussi. Je pense que les projets doivent rester élégants, ils doivent rester beaux. Je pense que notre métier, c'est aussi ça, que d'être architecte. Il faut défendre l'élégance de chaque projet que l'on mène. Donc ça, c'est non négociable, je pense. Mais à partir de là, on peut négocier beaucoup de choses et on peut ouvrir le jeu à beaucoup de parties pour construire l'avenir de nos villes. Donc je pense qu'un des enjeux des architectes et des urbanistes, c'est un peu de réconcilier les habitants avec l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en l'avenir. C'est pour ça que tout est en crise, parce que plus personne ne croit en l'avenir. Ils parlent tous de hier, avant-hier, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Sauf qu'on doit construire demain, et je pense qu'aujourd'hui, on a des challenges, on a des sujets qui sont, je trouve, plutôt bourrés de contradictions. Mais quand il y a des contradictions, c'est intéressant. S'il n'y en a pas, c'est mort. Hein. Donc vous avez beaucoup parlé de contradictions au début, mais évidemment, et heureusement qu'il y en a. Et tout bon projet, en général d'ailleurs, il est plutôt la coïncidence des opposés. C'est-à-dire quand les opposés coexistent, ça fait bon projet. Si tout le monde va dans le même sens, en général, méfiez-vous, ça va mal se passer. Merci beaucoup.